Défiscaliser, éviter les pièges, faire de bons choix, quels sont les conseils pratiques? C'est vrai que l'immobilier traverse des zones de turbulence. Où et comment bien investir dans la pierre? Comment bien placer son argent? L'immobilier locatif, les conseils pratiques, Figaro Immo, c'est parti. Deux invités aujourd'hui en plateau, Figaro Immo, qu'on est très heureux de recevoir ici. Maud Welter, bonjour. Bonjour. Co-fondatrice de jedéclaremonmeublé.com et auteur également d'un livre. Oui, sur la location meublée saisonnière. Donc spécialiste. Autre spécialiste, Philippe Crevel. Bonjour Philippe. Bonjour. Économiste et directeur du Cercle de l'Épargne. Alors tous les deux, eh bien, vous allez nous éclairer, vous donner nos conseils pratiques, de bons conseils pratiques, on va le voir. Partager à la fois des règles d'or, mais j'ai envie de vous demander, entre les incertitudes économiques, le manque de visibilité, des prix de l'immobilier qui restent toujours élevés, on se pose quand même pas mal de questions. Est-ce que c'est risqué aujourd'hui d'investir dans l'immobilier? C'est vrai que c'est une question que se posent beaucoup d'investisseurs aujourd'hui. Je pense qu'il faut les rassurer. L'investissement immobilier reste un placement qui, d'un point de vue économique, est rentable. Par contre, effectivement, il faut être davantage vigilant aujourd'hui qu'il y a quelques années. Jusqu'à présent, c'était un peu la localisation qui était essentielle. Aujourd'hui, on a également la performance énergétique. Et donc, c'est plutôt, pour que l'immobilier reste un placement sûr, il faut être davantage vigilant, anticiper. Et je pense que c'est un peu le sens des réglementations qu'on a aujourd'hui, qui donnent davantage de transparence en fait sur les biens qu'on achète. Donc voilà, le premier conseil, c'est peut-être plus de vigilance, plus d'anticipation pour que l'immobilier reste un placement extrêmement sûr. Donc pendant longtemps, c'était l'emplacement. C'est en train un peu d'évoluer, c'est ce que vous nous dites. Oui, il y a une sorte de révolution qui est en train de se passer avec la performance énergétique, où aujourd'hui, c'est un vrai critère de choix, alors que c'était anecdotique il y a 4-5 ans, c'était un document qui avait juste une valeur informative. Aujourd'hui, c'est opposable et on le voit dans les prix de l'immobilier, hein, les passoires thermiques, il y a une décote, clairement, mais ça peut être aussi pour les investisseurs peut-être une opportunité de doper leur rentabilité. On en parlera certainement au cours de l'émission. Bien sûr. Alors Philippe. C'est vrai que jour après jour, nous lisons hausse des taux d'intérêt, c'est horrible. Nous lisons chute des prix de l'immobilier. Oui. Pour certains, d'ailleurs, c'est une aubaine, hein, mais c'est également jugé comme la fin d'un cycle. Et donc, évidemment, on crée de l'angoisse, on crée de l'anxiété au sein de la population, au sein des investisseurs. Enfin, il faut savoir raison garder. Premièrement, les taux d'intérêt aujourd'hui sont plus faibles qu'il y a une dizaine d'années. Et si je regarde les taux d'intérêt réels, ils sont négatifs. Et à un niveau jamais connu depuis plus de 30 ans. Si on a la chance d'avoir des revenus qui sont plus ou moins indexés sur l'inflation, il y a aujourd'hui plutôt un avantage à investir dans l'immobilier. Puis bon, la chute des prix de l'immobilier, on est sur du moins 1, moins 5%, infime, après avoir connu pendant 20 ans un doublement des prix de l'immobilier. Et donc nous sommes, c'est vrai, aujourd'hui dans un marché beaucoup plus mature. Les investisseurs regardent, comme Maud vient de le dire, la qualité des biens. Et donc ceux qui sont évidemment moins performants, que ce soit sur le plan énergétique que sur le plan de la rentabilité, se vendent moins cher. C'est assez logique et c'est plutôt assez rassurant. D'autre part, il y a en France toujours un déficit de logements. Nous manquons cruellement de logements en France dans les grandes agglomérations. Et puis sur le bord donc de nos rivages. Et de ce fait, il y a plutôt des tendances encore fortes à la hausse des prix de l'immobilier parce que tout le monde souhaite habiter un bien avec un jardin ou un balcon et puis si possible pas trop loin de la nature. Donc il y a encore beaucoup d'opportunités en matière d'immobilier. Oui, des opportunités, Maud, effectivement. Oui, et en plus quand après c'est de l'investissement locatif, c'est vrai qu'on sait qu'il y a une tension très forte sur le locatif aujourd'hui, donc on prend pas, je pense pas que ce soit un placement risqué d'investir pour louer. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même toujours avoir en tête localisation et performance énergétique qui sont aujourd'hui les deux critères fondamentaux, pour que le placement soit sécurisé. Très bien. Alors, comme chaque année, le Cercle de l'Épargne sort une étude avec AG2R, la mondiale,
sur les Français, l'épargne et la retraite. Alors on va voir que l'immobilier est bien présent à la fois dans les préoccupations et les placements privilégiés pour préparer son avenir. C'est un podium, voilà, que l'on voit ici sur l'épargne des Français. Et là, c'est le livret A qui est en tête. Alors, décryptage, Philippe. Première année pour le livret A, pour la place de numéro 1 sur ce podium des placements préférés des Français. Je dirais que c'est évidemment assez logique, compte tenu de la médiatisation dont ce produit a bénéficié depuis le début de l'année, voire depuis 1 an, avec 3 relèvements successifs de son taux. On est passé de 0,5 à 3%. Et en période d'anxiété, d'inquiétude, l'épargne de précaution est privilégiée et le livret A, qui bénéficie d'une sécurité, d'une liquidité et puis de pas de fiscalité, évidemment, il en a profité. Mais je dirais que c'est un produit qui est plafonné à 22 950 € et nous ne pouvons pas le comparer aux 2 autres produits à côté qui sont l'assurance vie et l'immobilier. Et il faut savoir que l'immobilier est en 2e position, que l'immobilier est toujours donc sur ce podium depuis une dizaine d'années et que ça reste évidemment le placement privilégié des ménages français et surtout qu'on a posé une autre question pour la retraite. Question, débat un petit peu d'actualité. Quel est le meilleur moyen de préserver son pouvoir d'achat donc à la retraite? L'immobilier arrive en tête, que ce soit à travers la possession de la résidence principale ou en matière donc d'investissement immobilier locatif. Nettement devant l'assurance vie et le plan d'épargne retraite qui a été créé en 2019. Donc là-dessus, l'immobilier reste aujourd'hui une voie de passage obligatoire pour un très grand nombre de ménages, tant pour la résidence principale que pour l'investissement locatif. Oui, et c'est ce que l'on va voir justement. Ensuite, il y a un autre tableau qui indique, on va le voir ici, l'évolution justement des placements immobiliers depuis 2019. Bon, l'immobilier se tient, il n'y a pas de problème, autour de 60%, entre 60 et 65%. C'est la valeur refuge. Un léger effritement, oui. Mais on a retrouvé le taux de 2019. En 2022, donc il avait un petit peu monté à 65%. L'immobilier, pour donc 2/3 quasiment des Français, c'est le placement numéro 1. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui le phénomène du livret A, mais qui est très particulier, qui est très circonstancié. Et sur la longue tendance, c'est évidemment l'immobilier qui est le placement donc préféré. Alors, si l'on dresse avec vous un tour d'horizon sur les différents placements immobiliers pour se constituer un patrimoine, quels sont-ils, Philippe? Donc, il y a plein de formules dans l'immobilier, il y a, on va dire, plein de solutions en fonction de ses appétences. Évidemment, il y a la possession directe, physique, que ce soit pour sa résidence principale ou pour l'investissement donc locatif. Sur l'investissement locatif, il y a également une kyrielle de formules. On peut jouer sur les dispositifs de réduction d'impôts avec le Pinel. On peut jouer sur... Pinel, on continue sur le Pinel ? Alors moi là-dessus, parce que ça devrait s'arrêter sur le 9. Oui. Sur le 9, bon. Donc, logiquement, ça arrive à son terme à la fin de l'année. Oui. On verra dans le cadre du prochain projet de loi de finances si c'est reconduit comme cela a été depuis 30 ans, voire 40 ans. Bon, donc là-dessus, après, ce n'est pas la seule formule. Il y a des formules qui peuvent être plus intéressantes comme la location en meublé non professionnelle, voire professionnelle, mais nous en reparlerons plus tard. Après, il y a la pierre papier qui a connu un succès extrêmement important ces dernières années pour une raison simple. C'est simple. C'est donc rentable, autour de 4-5% de rendement. Donc ça peut intéresser. Ça couvre presque l'inflation. Donc c'est un des meilleurs placements. C'est supérieur au livret A dont nous venons de parler. Et puis d'autre part, on n'a pas la gestion locative. C'est donc un professionnel qui s'occupe de tous les problèmes donc, de la gestion de l'immobilier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un encours qui dépasse 90 milliards d'euros, une collecte qui est d'à peu près de 10 milliards d'euros chaque année. Ça peut être logé dans l'assurance vie et bénéficier du régime fiscal intéressant de l'assurance vie, ou ça peut être logé également dans un plan d'épargne retraite. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un placement qui est choisi par un grand nombre de Français. Ça, vous le conseillez? Est-ce que tout le monde peut se lancer à partir de combien? Alors, les parts aujourd'hui de SCPI sont accessibles pour les épargnants, donc on va dire moyens, car il ne faut pas mettre 100 000, 200 000 euros, on peut mettre donc beaucoup moins. Le ticket d'entrée est à partir de 2 000 euros. Une centaine, 200, 300 euros en fonction des fonds qui les gèrent. Et donc, la seule chose à regarder, ce sont les frais de gestion, les frais d'entrée qui peuvent être élevés. Donc c'est un placement, ce n'est pas le livret A. Il faut rester quand même plusieurs années sur sa SCPI pour avoir une véritable rentabilité.
Donc, je dirais qu'il faut au minimum les conserver 5-6 ans pour vraiment en bénéficier. Et l'investissement, on va dire classique, l'investissement en nu. Donc, l'investissement classique, aujourd'hui, évidemment, peut être intéressant. Comme l'a dit Maud, il faut faire attention à la localisation et également aujourd'hui, rajouter l'aspect qualité du bien, énergétique, mais également, on va dire, la qualité physique du bien. Il faut être extrêmement vigilant dessus. Alors justement, Maud Welter, investir dans un bien que l'on met en location, aujourd'hui il y a de nouveaux paramètres à prendre en compte. Le prix, mais vous l'évoquiez aussi, la performance énergétique du logement avec des échéances réglementaires. Progressivement, les biens classés F et G ne pourront plus être mis en location, mais on va le dire, pour les nouveaux baux, ce qui est important aussi d'avoir en tête. Oui. Est-ce que ça change la donne quand on est investisseur ? Ah oui, c'est certain, ça a un vrai impact. Après, ceux qui sont plus sanctionnés par ces nouvelles dispositions, c'est ceux qui ont investi il y a 4-5 ans. Le diagnostic de performance énergétique existait déjà, mais ça faisait partie de tous ces diagnostics qu'on regardait à peine, j'allais dire, c'était anecdotique. Et aujourd'hui, c'est des gens qui peuvent se retrouver avec un crédit en place et l'impossibilité de louer sans faire des travaux conséquents. Donc, il y en a pas mal qui décident de revendre. Après, aujourd'hui, les passoires thermiques sont... Quand on vend une passoire thermique, il y a une décote, alors qui est de l'ordre de 4% sur Paris aujourd'hui, donc c'est quand même une décote conséquente. Après, il faut vraiment, si on fait le choix d'acheter une passoire thermique pour le rénover, il faut être bien accompagné, c'est-à-dire soit s'y connaître, soit se faire accompagner par un thermicien et anticiper avant de s'engager à acheter, de manière à pouvoir évaluer le coût des travaux. C'est-à-dire que souvent les gens se disent il suffit de changer les fenêtres, parfois ça va être l'isolation de la toiture, ça va être l'isolation par le sous-sol, etc. Donc il y a des éléments à prendre en compte. Oui, tout le monde n'est pas architecte, voilà, il faut donc avoir aussi un accompagnement. Voilà, c'est donc très important. ça peut être un risque. Mais à l'inverse, on voit aussi des gens qui se précipitent vers des biens qui vont avoir une bonne note, une bonne performance énergétique, et il faut pas se contenter de ça. Faut toujours bien avoir en tête la localisation. Et si on veut avoir un investissement peut-être un peu plus rentable, on peut choisir d'investir dans des quartiers en devenir, qui vont évoluer, mais on prend plus de risques si on achète en plein cœur de ville. Si vous achetez dans Paris, vous êtes quasiment sûr de ne pas avoir une décote. Et aujourd'hui, on voit bien les prix sont stables. Et dans les arrondissements de 1 à 9, ils continuent d'augmenter. Donc voilà, c'est la localisation toujours qui est essentielle, même si la performance énergétique doit bien entendu être prise en compte. Et vous parliez de 4% de décote pour Paris, ça peut être évidemment beaucoup plus aussi en région. C'est évidemment à calculer. L'importance aussi d'anticiper en amont à la fois les travaux, bien se projeter, bien être accompagné aussi. Rentabiliser son investissement locatif sur la résidence secondaire. Là aussi, est-ce que ça a du sens et quels sont vos conseils dans le domaine ? Oui, ça a du sens, à condition de respecter les règles. C'est-à-dire que pour les gens, par exemple, qui ont une résidence secondaire sur Paris, ils ne peuvent pas le louer en saisonnier sans obtenir au préalable une autorisation de changement d'usage. On ne peut pas louer, la règle qui existe dans toutes les villes de plus de 200 000 habitants d'ailleurs, et dans certaines communes qui ont choisi d'appliquer cette réglementation sur le changement d'usage pour préserver le logement en fait, dans les grandes agglomérations. La règle qui prévoit qu'on peut louer jusqu'à 120 jours par an, ça concerne uniquement la résidence principale. Donc pour rentabiliser sa résidence secondaire, il va falloir plutôt opter pour, en tout cas dans les agglomérations, plutôt par exemple basculer sur des baux mobilité. Le bail mobilité, c'est de la location de courte durée, mais qui, alors il faut que ça fasse 1 mois minimum. Ça fonctionne le bail mobilité? Le bail mobilité, on a l'impression que ça décolle pas vraiment. Enfin, en tout cas, le principe est intéressant. Oui, le principe est intéressant parce qu'on est sur des durées qui sont quand même relativement souples. Donc pour tous les professionnels en mission ou même les étudiants, vous savez, les étudiants Erasmus, en fait, ils ont besoin d'un logement. On parle d'un semestre, mais souvent c'est 3-4 mois. Et donc pour cette clientèle-là, il y a une vraie demande sur Paris. Et c'est des baux qui apportent beaucoup de souplesse. C'est entre 1 et 10 mois maximum. Et là, on n'a pas besoin d'autorisation de changement d'usage. Donc quand c'est une résidence secondaire qu'on souhaite rentabiliser, on peut très bien, au cours de l'année, faire
faire quelques baux mobilité et là, on n'est pas embêté. Par contre, je déconseille fortement de partir sur de la location saisonnière où là, il y a un risque. Si on n'obtient pas l'autorisation de changement d'usage, qui est une procédure complexe, coûteuse, longue, si on ne l'obtient pas et qu'on se fait rattraper, on risque quand même 50 000 € d'amende. Donc, vaut mieux éviter. Une réaction, Philippe ? Oui, le problème aujourd'hui de la réglementation sur les locations saisonnières, et donc j'imagine que dans les prochaines années, il y aura un durcissement pour ceux qui fraudent, car évidemment, il y a de plus en plus de tensions sur le locatif. Il y a de plus en plus de villes qui aujourd'hui sont confrontées à des pénuries de logements, et ça descend en dessous des villes de 200 000 habitants. Je pourrais citer le cas d'Ajaccio, également le cas de Saint-Malo. Bien sûr. Et donc, on constate qu'il y a une pression à la fois de la population et puis donc relayée par les élus. Et je pense qu'il faudra être de plus en plus vigilant sur ces questions d'autorisation, faute de quoi il y a un risque évidemment de sanctions. Alors, au-delà de Saint-Malo et d'Ajaccio, on va revenir 2 secondes sur Paris, Paris-l'Île-de-France. Alors, un exemple de rendement locatif que vous avez préparé, Maud, pour illustrer justement Paris. Sur Paris, c'est vrai qu'on a une rentabilité qui est peut-être un peu moins bonne que dans certaines villes de province, parce que le foncier reste élevé. Mais quand on investit, on peut quand même avoir facilement des rentabilités. Là, on a une rentabilité de brut de 4,1%. Alors, on voit valeur du bien, 177 700 €, d'accord, loyer 7 200, voilà, donc des charges 600, et la rentabilité brute. Alors, c'est la première approche qu'on peut avoir quand on veut faire un investissement immobilier, c'est effectivement, on totalise, c'est le montant des loyers qu'on va percevoir sur l'année, divisé par la valeur du bien, multiplié par 100. Donc ça, c'est la rentabilité brute et ça permet d'avoir une première approche. Oui. Maud, rappelez toujours la différence entre la rentabilité brute et le net. Voilà, et la rentabilité nette, c'est important de le préciser, c'est quand on va tenir compte des charges qu'on supporte. Donc ça va être les loyers moins les charges divisé par le prix d'acquisition fois 100. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on peut calculer la rentabilité nette, c'est-à-dire tenir compte des impôts également qu'on va supporter. Et dans le prix d'acquisition, en fait, on va aussi tenir compte des frais de notaire et éventuellement de la commission d'agence si on est passé par un intermédiaire, un professionnel de l'immobilier pour acheter. Voilà. Et donc cette rentabilité nette, c'est celle qui apporte le plus de précision sur l'investissement. Donc alors, on arriverait à combien là typiquement? Là, on a une rentabilité brute de 4,1%. Et en net, on va être aux alentours de 3%. Alors ça, c'est un exemple d'un appartement. Quand on a vraiment une belle rentabilité, on va être aux alentours de 3,5% net en location meublée. Voilà. Et ça, c'est vraiment lié à la fiscalité du meublé. Parce que quand le fait d'équiper, de meubler entièrement un logement, ça nous fait passer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Donc le contribuable va être imposé non pas dans la catégorie des revenus fonciers, comme c'est le cas quand il loue en vide, mais celle des bénéfices industriels et commerciaux, avec 2 régimes possibles. Le régime BIC-ROBIC, où il bénéficie d'un abattement forfaitaire de 50%, mais finalement chaque année, il va payer de l'impôt. Et le régime réel, où là, ça lui permet de déduire toutes ses charges, pour leur montant réel et justifié, bien entendu, et surtout d'amortir la valeur du logement, des gros travaux qu'il aurait fait et du mobilier. Et c'est cette possibilité d'amortir la valeur du logement qui permet finalement pour parler de façon comptable, d'écraser complètement le résultat et de ne pas payer d'impôts pendant au moins une dizaine d'années. Et l'autre chose que je veux ajouter, quand on investit, quand on décide d'investir et qu'on opte pour la location meublée dès le début, les frais d'acquisition, donc encore une fois les frais de notaire, la commission éventuellement de l'agence immobilière, passent en charge. Donc c'est rien qu'avec ça, vous allez être déficitaire et ce déficit n'est pas perdu, mais ça va vous permettre de ne pas payer d'impôts en fait sur les recettes locatives que vous allez percevoir pendant au moins 10 ans. Et ça dope la rentabilité, c'est évident que ça a un vrai impact. Et la dernière chose à prendre en compte quand on investit notamment dans des villes où il y a un dynamisme économique certain, comme c'est le cas à Paris ou en Petite Couronne, c'est que derrière, il y aura certainement une plus-value à la revente. Voilà. Et ça, si on tient compte de cette plus-value à la revente, en fait, la véritable rentabilité d'un investissement, on va le voir au moment de la sortie. Le jour où on va revendre, on pourra voir effectivement sur 10-15 ans quelle a été véritablement ma mise de fonds, ce que ça m'a coûté et ce que j'en ai retiré. Et la véritable rentabilité, on la connaîtra le jour où on vend, s'il y a une plus-value ou une moins-value. Et voilà. Dans les villes où il y a un vrai dynamisme économique, compte tenu des difficultés de logement et des tensions qui existent,
on voit mal le marché immobilier s'effondrer complètement. C'est sûr. Alors, Maud évoque effectivement beaucoup de calculs, beaucoup de prix. On n'achète pas aussi un produit, on achète un logement. C'est important quand on investit dans l'immobilier, aussi faire comme si peut-être c'était son propre bien au départ, Philippe. Évidemment, on achète. Oui, mais il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui, sur des plaquettes ou conseillés par des gestionnaires de patrimoine ou par un banquier, en fait, sans se rendre sur place, sans aller voir, peuvent acheter aussi. Olivier, oui, vous avez raison, et certains ont eu quelques déconvenues. Absolument. En particulier sur des programmes Pinel, parfois achetés sur un coin de table. Robien, avant, Mairie, etc. Oui, on n'a rien contre Madame Pinel. Donc, évidemment, mais c'est vrai que acheter un bien immobilier sans se déplacer, sans voir le quartier, sans voir la qualité du produit, sans s'intéresser justement aux références du promoteur-constructeur, c'est évidemment s'exposer à des risques importants de déconvenus, à la fois donc pour trouver évidemment des locataires qui restent, qui paient, et donc pour assurer la rentabilité, comme l'a dit Maud, nette de charges, nette d'impôts, c'est ce qui est important, mais ça, évidemment il faut que le produit plaise au départ, et s'il ne plaît pas à celui qui l'achète, il est possible également que celui qui le loue ne l'aime pas. D'autres conseils, d'autres règles d'or, Philippe, sur cet investissement? Sur l'investissement immobilier, le plus important, vous l'avez dit, c'est de connaître le produit que l'on achète, d'aller sur place. On mène une enquête aussi. On mène une enquête. On n'investit pas 177 000 euros, 200 000 euros et parfois bien plus, sans prendre des précautions d'usage. C'est mener une enquête sur comment donc est construit le logement, mais également ça, c'est comment le neuf, oui. Le neuf, ou quelle est la qualité du bien dans l'ancien, et puis de mener une enquête sur les perspectives du territoire sur lequel on achète. Il y a aujourd'hui en région parisienne plein d'évolutions sur économique, de transport, de population, et donc il faut prendre en compte ces évolutions, non pas sur l'année N, mais sur les 10 ou les 15 prochaines années. Donc il faut mener, comme vous l'avez dit, une véritable enquête. Et puis il faut aujourd'hui évidemment privilégier des biens qui soient bien desservis, mais également qu'il y ait des services publics à côté, qu'il y ait de la nature, de l'environnement. Nous savons que c'est important. On est dans une période de réchauffement climatique, malheureusement. Donc, est-ce qu'il y a à proximité de quoi se rafraîchir? Et donc, ça, il faut prendre ça en compte avant d'acheter. Alors justement, transition toute faite, comme nous sommes sur Figaro Télé Île-de-France, dans cette émission Figaro Immo, quels sont les secteurs à Paris ou en région parisienne que vous pouvez conseiller pour investir dans l'immobilier? Maud. Après, allez, je pense on que se lance. Alors. c'est toujours difficile de dire investissez là ou là. Ce qui est évident, c'est que, comme l'a dit Philippe, le Grand Paris Express, le fait qu'il y ait des transports qui se créent, des nouvelles lignes de métro. Donc, suivre les différentes gares, c'est évident que de suivre les différentes gares, c'est important. Après, c'est aussi un pari sur l'avenir, sur est-ce qu'il va y avoir un dynamisme économique suffisant dans ces zones. C'est vrai que les parcs et les espaces verts sont importants, mais il faut effectivement du dynamisme pour que les gens soient heureux d'y vivre. Donc, est-ce qu'il va y avoir... Voilà, et ça, c'est un peu un pari sur l'avenir quand même. Et je trouve que c'est toujours compliqué de donner des secteurs de façon très précise. Quand même, il faut... Alors, est-ce que Clamart, est-ce que Villejuif, est-ce que donner des exemples de villes qui peuvent se développer? Oui, c'est sûr que même plus proche, Montreuil, Argenteuil, ça, c'est des villes qui ont un vrai devenir. Saint-Ouen, on voit bien qu'il y a énormément de choses qui se passent, donc c'est des secteurs qui sont dynamiques. Est-ce que le Grand Paris Express, avec tout ce que ça comporte aussi, ce qui a un rapport avec évidemment les transports et la desserte, va faire monter les prix de l'immobilier? Bien sûr. Oui, ça va avoir un impact, ça c'est certain. Et donc il faut arriver suffisamment tôt avant que... voilà. Mais après, il faut avoir en tête aussi que les travaux peuvent prendre du retard. Et donc je vais peut-être peiner à louer le logement que j'ai acheté tout de suite. Donc il faut prendre ça en compte. Je pense que pour ceux qui ne souhaitent pas faire d'investissement risqués, qui ne veulent pas prendre de risques avec l'immobilier, viser des quartiers qui sont déjà très dynamiques et où on sait que il y a des activités, il y a des écoles, eh bien c'est rassurant et on est sûr qu'on n'aura pas de mauvaises surprises et qu'on arrivera à louer sans problème. Voilà. Philippe, sur Paris et l'Île-de-France. Je vais me lancer. Donc moi je vois la recomposition de l'Île-de-France à travers deux grands pôles qui sont
dans le nord de Paris, la Seine-Saint-Denis, avec Saint-Denis, parce qu'à Saint-Denis, avec le carrefour Pleyel, où il y aura donc 4 lignes de métro qui vont se croiser, plus le RER-D, à proximité le RER-B, le quartier va complètement évoluer. Et donc là, c'est un pari, oui, à 10 ou 20 ans. Saint-Denis, c'est Montreuil, donc d'il y a 10 ans, c'est Saint-Denis dans les 10 prochaines années. Donc là, il y a des possibilités. Avec à côté, Aubervilliers et Saint-Ouen, comme l'a dit Maud. Deuxième grand pôle, un peu moins bien desservi actuellement, mais qui est un pôle économique majeur, c'est le plateau de Saclay-d'Orsay. Là, se crée en fait une nouvelle ville avec de la haute technologie, avec des laboratoires de recherche, avec des universités. Et donc là, évidemment, il y a donc des cadres supérieurs, il y a des chercheurs, il y a des étudiants, il y a des besoins en immobilier extrêmement importants et avec de la rentabilité à venir. Et puis, mon coup de cœur traditionnel, pour prendre moins de risques, c'est Saint-Germain-en-Laye. Pourquoi Saint-Germain-en-Laye? C'est bien relié à Paris, il y a la forêt, il y a des équipements sportifs, il y a également, et c'est nouveau, des universités, des écoles qui s'installent à Saint-Germain. Il y a donc un Sciences Po qui s'est créé à Saint-Germain-en-Laye. Et donc aujourd'hui, Saint-Germain-en-Laye, c'est une alternative à Paris. C'est vrai que c'est un peu cher par rapport au nord, mais c'est une valeur sûre. À propos de valeur sûre, Maud, pour terminer, est-ce que les Jeux Olympiques aussi vont booster c'est le rêve de tout propriétaire et de profiter des prix exceptionnels des locations pendant les Jeux Olympiques. Alors, quand c'est votre résidence principale, aucun problème, vous pouvez louer, puisqu'on est dans la limite des 120 jours par an. En revanche, si c'est un investissement locatif que vous avez fait, c'est pas un motif pour donner congé à votre locataire qui est en place. Voilà. Et puis, surtout, et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut faire attention au fait que si c'est une résidence secondaire ou un investissement locatif, on ne peut pas louer sans respecter la loi. Et donc, si vous faites plus de 2 locations, vous risquez une amende de 50 000 €. C'est entendu, c'est dit. Merci à tous les deux pour vos éclairages. Maud Welter, merci infiniment. Merci à vous. Philippe Crevel, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.